Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous présenter quand même pourquoi on a créé le Paris Storm User Group, dans quel but et ce que l'on souhaite faire un peu après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Storm, c'est devenu la technologie référente en termes de traitement en temps réel. Donc, on commence à en entendre... Ah, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, mais bon. Donc, en fait, donc on commence à en entendre de plus en plus parler, donc que ce soit sur Internet ou dans des conférences, donc par exemple au Devoxx cette année ou encore au Hadoop Summit Europe. Et donc avec Benjamin, on s'est dit, Storm, c'est quand même super génial comme techno. On travaille tous les deux sur nos projets respectifs avec, et on s'est dit, ce serait quand même pas mal de pouvoir partager notre expérience au sein d'une communauté parisienne et continuer à en apprendre davantage. Donc ce soir, c'est fait. Et je vous remercie énormément donc d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc, pour les prochains talks, on va continuer donc à aborder Storm, à faire des retours d'expérience, que ce soit sur des formats comme ce soir, donc un peu plus en conférence ou en soirée un peu plus style live coding. Mais on souhaiterait aussi aborder toutes les technologies qui font aujourd'hui la richesse de Storm. Donc, je pense bien sûr aux queues distribuées telles que Kafka, on aura l'occasion d'en revenir, ou encore donc aux bases de données in-memory. Donc, ce soir, ce sera avec Redis. Et bien sûr, Storm, c'est pas aujourd'hui la seule solution open source. Donc, s'il y en a parmi vous qui font du Spark ou encore du Spring Extreme Data, eh bien, surtout n'hésitez pas à nous proposer des talks. Et c'est exactement de quoi on souhaite parler dans ce meet-up. Donc, pour cette première partie, donc on va parler un petit peu Big Data, traitement batch et traitement temps réel. Je vous présenterai ensuite donc qu'est-ce que Storm, les différents concepts et les mécanismes qu'il met en œuvre. On parlera parallélisme et fiabilité de traitement. Et puis, je terminerai donc sur son architecture physique et la tolérance à la panne. Donc, quelques mots sur le Big Data. Donc, quand on souhaite présenter en fait le système Big Data, souvent, on fait référence aux différents enjeux auxquels sont confrontés les systèmes. Donc, c'est les fameux 3V, volume, velocity, variété. Donc, on fait du traitement sur des gros volumes de données qui grossissent de manière exponentielle. On est sur des systèmes de données qui passent rapidement du gigaoctet au teraoctet et pour les plus chanceux, au pétaoctet. Ces données, aujourd'hui, elles sont générées à une vitesse incroyable. Si on pense juste à toutes les interactions qu'on peut faire sur les sites e-commerce ou encore tous les messages qu'on envoie sur les réseaux sociaux et bientôt avec, et maintenant en fait avec tous les petits objets connectés qu'on a. Et toutes ces données, bien sûr, elles viennent de sources différentes et on estime qu'aujourd'hui que plus de 80% des données qu'on collecte sont non structurées et qu'on n'en connaît même pas la consistance. Alors, les nouveaux challenges liés au système Big Data aujourd'hui, c'est de pouvoir détecter, anticiper et prédire de l'information avec une granularité la plus fine possible. Le problème, c'est que nos systèmes aujourd'hui reposent principalement sur des traitements batch, et on le sait tous, les batchs, c'est super lent. Donc, pendant que votre batch s'exécute, malheureusement, vous n'allez pas traiter toutes les données que vous êtes en train de collecter, et potentiellement, vous aurez une vision erronée de vos données, ou du moins, pas tout à fait à jour par rapport à la réalité. Donc, le sujet de ce soir, c'est Storm. Vous en doutez, la solution, c'est sans doute de pouvoir traiter les données en temps réel. Le problème, c'est que si vous avez des batchs qui s'exécutent pendant une nuit ou qui doivent faire des agrégations sur l'ensemble de vos données collectées, vous allez quand même avoir quelques soucis. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux paradigmes d'architecture, donc notamment l'architecture lambda. Le principe, c'est que vous allez avoir l'ensemble de vos flux de données, qui arrivent potentiellement de sources différentes, qui vont être dispatchées, donc à la fois dans un batch layer et un speed layer. Donc une architecture lambda, ce qu'on appelle aussi une architecture à deux vitesses. Le batch layer, sa première responsabilité, c'est de venir prendre votre donnée, la stocker et venir construire votre data lake. Ensuite, donc, vous allez venir précalculer des vues, le plus souvent avec des job MapReduce. Et pendant ce temps-là, votre speed layer, il va venir travailler donc sur des fenêtres de temps calibrées pour venir générer donc des vues temps réel. Enfin, on trouve une dernière couche, donc qui est la serving layer, qui elle a pour responsabilité de venir indexer vos vues batch et vos vues temps réel afin de vous donner une vision quasi temps réel de vos données.
Donc, vous en doutez sans doute, aujourd'hui, en termes d'implémentation, on va trouver par exemple Hadoop pour la partie batch, et bien entendu Storm pour le speed layer. C'est pourquoi on parle souvent de Storm comme étant le Hadoop du temps réel. Alors un petit peu d'histoire donc sur Storm. Donc c'est une technologie qui a été écrite par Nathan Mars qui travaillait alors pour la société Bactype. Donc en fait ils réalisaient eux des analyses temps réel pour étudier l'impact qu'avaient leurs clients sur les réseaux sociaux. Bactype a été racheté ensuite donc par Twitter qui a open sourcé le projet et Storm a par la suite donc connu un réel engouement. Donc quelques mois juste après sa sortie en open source, il y avait déjà Yahoo qui l'utilisait en production et un grand nombre de sociétés chinoises. Storm est rentré dans le processus d'incubation de la fondation Apache l'année dernière et aujourd'hui donc il est top level project Apache. Donc on est aujourd'hui en version 0.9.3, donc la release candidate est sortie lundi. Donc Storm, bien sûr, aujourd'hui, c'est utilisé par donc, les grands du web qu'on ne présente plus, Twitter, Spotify, Groupon et l'agence France Presse, maintenant. Donc, Storm, c'est principalement utilisé pour faire de l'analyse temps réel. Vous pouvez traiter donc, des log serveurs, des clics issus de sites e-commerce ou encore des données de capteurs. Vous pouvez l'utiliser pour faire du calcul continu, venir mettre à jour vos bases de données ou encore tout simplement pour réaliser d'intenses calculs. Donc Storm, c'est un système distribué qui permet tout simplement de traiter au fil de l'eau et en continu donc de gros volumes de données issus de flux temps réel. Et bien sûr, il permet la mise en œuvre des architectures lambda, comme on l'a vu précédemment. Donc Storm, c'est un système scalable. Vous pouvez avoir plusieurs milliers de workers par cluster afin de paralléliser donc vos traitements. Il est tolérant à la panne, donc, avec un système de réassignement automatique des tâches qui sont en échec. Il est fiable, il va vous garantir aucune perte de données et avec une sémantique de traitement au moins une fois ou exactement une fois. On aura l'occasion de revenir sur ce point par la suite. Et enfin, c'est une technologie polyglotte. Je ne sais pas s'il y a des data miners par exemple dans la salle. Non. Bon, parce que les data miners, je le sais, ils sont assez friands des librairies Python pour faire du machine learning. Donc, par exemple, vous pouvez tout simplement utiliser Python, par exemple, pour venir implémenter la logique de vos traitements. Donc, les principaux concepts en Storm. Donc, la première notion qu'on trouve dans Storm, c'est la notion de tuple. C'est ce qui représente la principale structure de données. Donc, s'il y en a qui sont familiarisés avec tout ce qui est complexe event processing, vous pouvez associer un tuple à un event. Donc ça prend la forme simplement d'une liste de valeurs nommées qui va être typée dynamiquement par Storm à l'exécution et qui est immuable. Un tuple, ça peut contenir, vous pouvez mettre dans un tuple un nombre infini de valeurs à condition de pouvoir les définir au préalable. Ensuite, on trouve la notion de flux de données. Donc tout simplement des séquences illimitées de tuples. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Storm, lorsqu'on parle de flux de données, eh bien, tout simplement, ce sont du coup des flux qui sont distribués et qui sont créés et traités en temps réel. Donc, pour venir traiter ces flux, Storm dispose de différents composants. Le premier, donc, ce sont les spoots, qui représentent en fait vos sources de données et qui sont responsables de venir produire en fait des tuples dans votre système. Donc, ils vont jouer le rôle de connecteur et venir tout simplement se plugger à des sources externes. Typiquement, ça peut être des queues, des flux de Twitter ou encore les logs d'une application. Donc, du fait de leur nature, vous allez rarement implémenter en fait de logique métier dedans et vous allez pouvoir les réutiliser sur divers projets. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez trouver pas mal de contributions sur GitHub, donc notamment pour venir vous connecter sur des queues type Kafka, RabbitMQ ou encore Kestrel, ou alors venir profiter donc des systèmes publish-subscribe de Redis. Deuxième composant qu'on trouve, sont les bolts. Vous pouvez assigner ça à une fonction. C'est ce qui va réaliser le traitement de vos données en temps réel. Pour cela, un bolt va souscrire à un ou plusieurs flux de données, donc dans le but de venir transformer, filtrer ou agréger vos tuples. De manière un peu générale, dans un bolt, vous pouvez faire ce que vous voulez,
comme lire ou écrire depuis une base de données. Et enfin, un bolt a la possibilité de venir recréer de nouveaux flux en émettant de nouveaux tuples. Et de la même manière, donc pour les spoots, vous trouvez aujourd'hui pas mal de contributions aussi sur GitHub, donc pour venir réémettre de nouvelles données dans des queues comme Kafka, venir stocker votre donnée donc dans des bases de données type HBase, Cassandra ou MongoDB, ou indexer vos données dans Elasticsearch. Alors si dans Hadoop, vous avez l'habitude de soumettre des jobs, dans Storm, on lance des topologies. La seule différence avec un batch, c'est qu'une topologie va s'exécuter indéfiniment, ou jusqu'à ce que vous veniez l'arrêter de manière explicite. Donc une topologie, c'est simplement un réseau de spoots et de bolts connectés les uns aux autres par des flux de données. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Storm, tout est distribué d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire que, par exemple, vos spoots et vos bolts vont s'exécuter en parallèle en tant que tâches au sein de votre cluster. De la même manière, lorsqu'un tuple est émis depuis un spoot ou depuis un bolt, il sera transmis à un autre bolt de manière distribuée. Donc une première étape, lors de la définition d'une topologie, c'est de venir spécifier la manière dont vos flux de données vont être routés entre vos différents composants, bolt ou spoot. Pour cela, Storm définit donc un ensemble de primitives qu'on appelle groupement de flux. Donc le premier groupement qu'on trouve, c'est le type shuffle, et qui va vous permettre tout simplement de venir distribuer de manière aléatoire et équitable donc, vos tuples entre les différentes tâches d'un bolt. Donc là, Storm réalise simplement du round robin. Vous avez ensuite la possibilité de venir grouper vos flux de données en fonction d'un champ ou plus présent dans un de vos tuples. Donc Storm va alors vous garantir que l'ensemble des tuples ayant du coup la même valeur pour un champ seront redirigés vers une unique tâche bolt. Vous avez aussi des types de regroupement de type all, qui vous permet de répliquer l'ensemble de vos flux de données vers vos tâches bolt. Oui. Là, les tâches en question sont les mêmes, c'est juste un partitionnement des données pour pouvoir analyser, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est arrêté de la... Oui, tout à fait. Oui, parce que sur le slide précédent, du coup, ce que j'avais dit, c'est que donc, vos tuples, ils sont bien transmis donc depuis soit un bolt ou un spoot vers un autre bolt. Et chaque bolt ou spoot s'exécute en tant que tâche. Donc, vous connectez en fait les flux vers des tâches identiques. Oui. Dans le bolt, c'est 3 bolts différents ou là on parle du même bolt avec 3 instances différentes? Non, c'est le même bolt au sens logique, c'est la même fonction. Par contre, c'est bien 3 instances différentes. Voilà. Je reviendrai sur ce point juste après. Donc, sur le type all, donc oui, vous pouvez répliquer donc l'ensemble de votre flux, enfin l'ensemble du coup des instances d'un bolt. Typiquement, vous allez rarement utiliser ce type de groupement, mais ça peut être utile si vous avez des flux de données de type configuration et que vous avez besoin de venir notifier l'ensemble de vos tâches. Et enfin, vous avez le type global, donc, qui vous permet tout simplement de venir regrouper l'ensemble d'un flux sur une seule tâche. Donc typiquement, si vous voulez faire de l'agrégation. Donc Storm définit d'autres types de regroupements qui sont globalement les dérivés de celle-ci, mais qui vous permettent dans certains contextes de venir optimiser certains échanges de messages au sein de vos clusters. Et vous avez aussi la possibilité de définir vos propres regroupements de flux. Donc comment Storm fait-il pour répartir l'ensemble des traitements à travers votre cluster? Donc pour cela, Storm s'appuie sur 3 entités distinctes qui sont donc les tâches, les exécuteurs et les workers. Donc les tâches, ça représente une simple instance au sens Java d'un de vos composants, spoot ou bolt, qui vont venir s'exécuter donc au sein d'un exécuteur qui est simplement un thread créé par un worker qui n'est autre qu'une JVM. Un worker s'exécute sur un nœud de votre cluster et vous pouvez avoir plusieurs workers par cluster. Donc la première chose que vous pouvez configurer pour augmenter votre parallélisme, ça va être donc ce qu'on appelle en fait un niveau de parallélisme que vous pouvez appliquer sur chacun de vos composants, spoot ou bolt. En fait, il s'agit tout simplement de définir le nombre de threads qui seront utilisés pour venir exécuter votre fonction. Par défaut,
Storm va instancier du coup autant d'instances que vous avez définies de threads. Vous avez ensuite la possibilité de définir un nombre de workers nécessaires à l'exécution de votre topologie. Dans ce cas-là, Storm va essayer de répartir l'ensemble de vos threads à travers le cluster de manière équitable. Donc, le plus souvent, on essaye d'avoir un nombre en fait, d'exécuteurs plus ou moins équivalent au nombre de workers. Et enfin, vous pouvez configurer en fait tout simplement le nombre d'instances pour un composant. Donc la grande différence avec le niveau de parallélisme, donc le nombre de threads et le nombre de workers, c'est que le nombre d'instances pour un composant ne peut pas être modifié pour une topologie qui est en cours d'exécution. Donc cela vous permet en fait de venir provisionner plus d'instances pour un composant pour pouvoir venir ensuite augmenter votre niveau de parallélisme pour ce composant. Donc dans l'exemple, ici, on a par exemple donc, défini un nombre de tâches à 6. Donc on aura 6 instances pour notre bolt noir. Et on a défini uniquement un niveau de parallélisme à 2. Donc on aura chacun de nos threads exécutant en série 3 instances. Vous allez avoir ensuite la possibilité du coup d'augmenter votre niveau de parallélisme à 6 pour avoir 6 tâches s'exécutant chacune dans un thread différent. Ce qui est souvent le cas recherché dans Storm. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point-là. Donc ensuite, comment Storm fait-il pour garantir que chaque tuple émis depuis un spout sera traité au moins une fois par votre topologie? Donc lorsqu'un tuple est émis donc, depuis une tâche spout ou une tâche bolt, il va potentiellement entraîner la création de nouveaux tuples. Du coup, chaque tuple émis depuis un spout va former avec l'ensemble des tuples qu'il aura engendré un arbre. Et c'est cet arbre qui va permettre à Storm de déterminer quand est-ce qu'un tuple spout a été complètement traité. C'est-à-dire lorsque l'ensemble des tuples qui composent son arbre ont été traités à leur tour avec succès. Donc, pour faire participer un tuple en fait, dans un arbre, il est nécessaire de venir le rattacher à un ou plusieurs tuples par an. Dans ce cas-là, si jamais ce tuple vient à provoquer une erreur par la suite, automatiquement Storm déclenchera la réémission du tuple spout d'origine. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de ne pas rattacher un tuple à un arbre, et dans ce cas-là, si jamais il échoue dans son traitement par la suite, ça ne déclenchera pas de réémission du tuple d'origine. Donc dans Storm, on trouve ensuite la notion de hack, donc, qui permet à un bolt de venir informer le système qu'un tuple a été traité de manière individuelle. Donc ça veut dire que l'ensemble des tâches de votre topologie vont devoir hacker l'ensemble des tuples qui ont été générés par votre tuple spout pour que celui-ci soit considéré complètement traité. De la même manière, vous avez la possibilité de venir fail un tuple. Dans ce cas-là, ça entraînera du coup la réémission automatiquement du tuple d'origine. Donc ça, typiquement, c'est si vous avez vous pouvez avoir une certaine vous pouvez en fait tout simplement catcher vos erreurs, vos exceptions dans vos bolts et ça vous permet de rapidement pouvoir faire de la reprise sur erreur. Et enfin, Storm va considérer que chaque tuple doit être complètement traité dans un certain laps de temps. Donc par défaut, il y a un timeout qui est fixé à 30 secondes. Donc au bout de 30 secondes, si l'ensemble des tuples qui ont été générés par votre tuple spout n'ont pas été hackés, Storm réémettra automatiquement le tuple d'origine. Vous pouvez bien sûr configurer ce timeout à la hausse. C'est pas forcément recommandé parce que forcément les tuples ça prend de la place en mémoire et vous pouvez potentiellement venir faire cracher vos workers. Alors la grande question c'est comment du coup Storm fait-il pour traquer l'ensemble des tuples, l'ensemble des arbres, excusez-moi, de tous les tuples qui sont émis dans votre topologie, parce que potentiellement vous pouvez émettre plusieurs millions de messages de tuples, excusez-moi, par seconde. Donc en fait, Storm stocke pas à proprement parler l'arbre de tuples associé à chaque tuple spout, mais il va associer un identifiant unique
à chaque tuple et il va opérer dessus une opération XOR. Donc, pour la petite histoire, Nathan Mars, donc, qui est à l'origine de Storm, a publié récemment un article où il raconte donc, toute l'histoire du développement de Storm et donc sa mise en open source. Et dans son article, il présente cet algorithme comme étant sans doute le plus bel algorithme qui n'ait jamais écrit lors de sa carrière. Donc il n'est pas forcément simple et pas forcément facile à expliquer non plus. Donc comme j'ai dit, Storm du coup va associer à chaque tuple émis depuis un spout ou depuis un bolt un identifiant unique. Cet identifiant unique, il est utilisé ensuite donc, par des bolts internes à Storm pour venir traquer l'état de l'arbre. Ces bolt systèmes, donc on les nomme hackers, donc ils vont venir stocker uniquement le résultat de l'opération XOR sur l'ensemble des tuples qui sont émis ou hackés par vos différents composants. Donc lorsqu'un tuple est émis depuis une tâche put, la tâche put va venir notifier votre hacker de sa responsabilité envers ce tuple. Ensuite, donc, ce tuple va être traité par une tâche bolt. La tâche bolt va potentiellement émettre un nouveau tuple et va alors venir ancrer son tuple parent. Notre tâche va ensuite donc venir hacker le tuple A pour dire qu'elle l'a traité avec succès et venir donc notifier notre tâche hacker. Et dans ce cas-là, c'est à ce moment-là en fait que la tâche hacker va prendre connaissance de l'état de l'arbre et donc va appliquer l'opération XOR sur l'ensemble des identifiants des tuples. Donc tant que le résultat de cette opération est différent de 0, bien entendu, l'arbre n'est pas complètement traité. Donc ensuite, notre tuple D ici donc, est traité par notre dernière tâche, puis hacké. Le hacker prend alors connaissance donc de nouveau de l'évolution de l'arbre, et puisque le résultat de notre opération XOR est à 0, il va venir notifier la tâche put du fait que notre tuple A a bien été du coup traité avec succès. Donc un petit point sur l'architecture de Storm. Donc Storm il repose sur une architecture master-slave. Donc on peut reprocher souvent à ce type d'architecture de venir en fait mettre un single pot of failure au niveau d'une mètre. On va voir que Storm en fait est semi-tolérant à la panne de son nœud. Donc donc Storm est composé d'un nœud maître qu'on appelle Nimbus et de n nœuds workers qui sont appelés supervisors. Ensuite, il s'appuie aussi sur un quorum zookeeper qui est lui-même constitué de plusieurs nœuds. Et vous avez par ailleurs donc une application web qui vous permet de venir monitorer l'ensemble de vos topologies s'exécutant dans votre cluster. Donc Zookeeper rapidement, c'est un service centralisé donc qui vous permet de maintenir donc des configurations distribuées. Donc Nimbus va s'en servir pour venir en fait détecter ces différents workers dans son cluster, mais aussi pour venir stocker l'état et les assignements des différentes tâches. Donc Nimbus, dans Storm, il est responsable de distribuer le code de vos topologies à travers le cluster et d'assigner les différentes tâches, puis du coup de traiter les erreurs en réassignant les différentes tâches aux différents workers. Donc lorsque vous allez déployer votre topologie, donc via un utilitaire donc Storm, votre topologie va être uploadée vers le nœud maître. Nimbus va alors venir calculer les différents assignements des tâches et les envoyer à Zookeeper. Les supervisors ensuite, via un système de watchers qui sont internes à Zookeeper, vont être notifiés et vont venir alors télécharger le code source de votre topologie depuis Nimbus. Donc pour cela, Storm il s'appuie notamment sur un protocole strict. Ensuite, chaque supervisor va venir démarrer les workers nécessaires à l'exécution de votre topologie. Donc regardons maintenant qu'est-ce qui se passe quand l'une de ces instances tombe. Donc on a 3 cas de panne dans Storm. La première, c'est si un de vos workers
exécutant votre topologie, donc vient à tomber. Dans ce cas-là, vous avez automatiquement le supervisor qui viendra le redémarrer. Si jamais un worker vient à tomber de manière régulière, Nimbus va venir tout simplement réassigner les tâches associées sur worker à un autre nœud. Ensuite, donc, vous avez la possibilité que votre supervisor tombe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les supervisors, ils sont fail fast. Donc, à la moindre exception, ils tombent. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les superviser pour pouvoir tout simplement donc, venir les redémarrer de manière systématique et rapide lorsqu'ils tombent. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils tombent? C'est tout simplement que vu que les supervisors en fait sont sans état, ils peuvent redémarrer, vont venir recharger leur configuration depuis Zookeeper et venir remanager leurs workers. Si jamais des workers sont tombés entre temps et n'ont pas été redémarrés par Nimbus, il viendra alors les redémarrer. Ensuite, donc Nimbus. Donc tout à l'heure j'ai dit que Storm était semi-tolérant à la panne. En fait, tout simplement parce que Nimbus ne prend pas part à l'exécution de votre topologie. Donc s'il vient à tomber, votre topologie va continuer à s'exécuter de manière normale. Le seul problème, c'est que si jamais par la suite donc, des workers viennent à tomber ou encore des supervisors donc, viennent à tomber, Nimbus ne sera pas là en fait pour venir réassigner les tâches. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire tourner Nimbus sous supervision et ainsi le redémarrer rapidement. Donc pour aller plus loin maintenant sur Storm, donc les sujets qu'on n'a pas abordés ce soir, c'est Trident, qui est un framework au-dessus de Storm et qui vous permet de faire, en fait de faire du micro-batching et qui vous garantit donc une sémantique d'exactement une fois. Ça veut dire que un batch ne peut s'exécuter qu'une fois au sein de votre topologie, même s'il y a des erreurs qui arrivent. Et donc il inclut un système de transactions. Et enfin, donc Storm DRPC, donc qui sont en fait des topologies coordonnées par un serveur DRPC. En fait, c'est des topologies qui sont en mode attente, qui attendent une requête avec des arguments pour venir commencer à lancer des calculs distribués et qui retournent à la fin donc le résultat à votre client. Voilà. Enfin, donc vous pouvez aller voir la documentation officielle, donc qui est plutôt bien détaillée. Vous avez aussi donc la mailing list. Il y a énormément de choses, et notamment sur tous les cas d'utilisation Storm et tous les petits cas un peu compliqués en fait de mise en production. Et enfin, je vous conseille 2 livres, donc le Storm Blueprint, qui est vraiment bien, qui reprend toutes les bases de Storm et qui vous montre un grand nombre de patterns en fait que l'on trouve de manière récurrente dans Storm. Et enfin, vous avez le livre Big Data, qui est le livre de Nathan Marks, donc qui est aujourd'hui disponible en Early Access sur Mailing, et qui parle notamment des architectures lambda. Je vous remercie. Je vais parmi vous qui ont des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre.